Bonjour Hélène Sarah, Hello bienvenue sur le Vicky! podcast. Merci, merci. Ça me fait tellement plaisir de te recevoir aujourd'hui, puis je te le dis avant qu'on commence l'épisode parce que ça fait longtemps que je te suis et j'adore le sujet que tu partages. Je trouve que c'est un sujet qui était tellement important qu'on aborde et qu'on n'abordait pas nécessairement. Prendre le temps de calculer son temps pour s'assurer d'être rentable. Oui, C'est quelque chose que j'observe dans mes coachings au niveau de la gestion de temps, au niveau de l'organisation, au niveau de tous les projets qu'on a, les mille et une idées, de dire, OK, je vais faire ça, je vais vendre ça, voici comment je vais y arriver. Aussi dans l'ère des réseaux sociaux post-COVID, où est-ce qu'il y a eu plein de marketing, de promotion, d'offres, de dire, ben, créer un projet, un produit digital, vends-le X nombre de fois pour arriver à faire tel montant par mois, puis finalement, tu vas être millionnaire dans un an et demi. Donc, écoute, moi, je suis bien excitée de te recevoir aujourd'hui, de parler de chiffres. Je te laisse un peu te présenter, puis je veux savoir, ben, où est partie ton idée de ouais, créer calcul.ca? ouais, bonne question. Je vais commencer par dire que j'ai pas toujours aimé les maths. J'aime que ce soit clair dès le début parce que, tu sais, souvent quand on parle de calculer, on parle de maths à 85% des entrepreneurs, ils vont dire non, non, mais moi, j'ai ma zone de génie ailleurs, puis c'est pas ça. Tu sais, fait que là, c'est comme si on se déresponsabilise un peu par notre pas appréciation du concept. Fait que, tu sais, déjà, je pense que ça me donne aussi une compréhension de comment on peut faire en sorte que ça devienne un outil qui est précieux et pas juste quelque chose que tu détestes faire. T'sais. Fait que j'ai pas toujours aimé les maths. Puis, tu sais, de fil en aiguille, ce qui m'a réconcilié avec ça un peu, c'était de euh, être dans un contexte où j'ai réalisé que les maths étaient un outil pour résoudre des problèmes d'affaires. Fait que le contexte va avoir de l'air plate un peu, là. C'était pendant mon bac en admin, on optimisait des routes de camions. Moi, je trouvais ça vraiment fascinant pour plein de raisons. Mais bon, tout pour dire que c'est ça qui m'a un peu converti. Puis j'ai fini par vraiment tomber là-dedans. Puis bon, je me suis rattrapée, j'ai fait un doc en maths. Fait que tu sais, ça démontre quand même que juste une petite affaire, ça a pu changer beaucoup pour moi. Puis pas longtemps après avoir terminé mes études, je suis partie en affaires. Donc j'ai démarré une entreprise de consultation où, ben évidemment, tu vends ton temps, hein? Fait que pour toi, ça te coûte pas grand-chose de faire ta business. T'es comme, ben non, c'est juste mon temps. Fait que tu y vas. Ah oui, ah ouais. Puis Ouais. tu sais, je pense que tu as nommé quelque chose d'important aussi. C'était l'ère des réseaux sociaux. Fait que, tu sais, qui dit entreprise en ligne, dit grosse présence en ligne. On mise, tu sais, sur le contenu, on mise sur les connexions, on mise peut-être aussi à côté sur d'autres choses plus traditionnelles comme, tu sais, le réseautage, faire des rencontres découvertes. Puis là, ben, tu sais, de fil en aiguille, tout ça, ça prend quand même de la place dans l'horaire. Mais bon, tu sais, c'est ça qui est ça qui est ça. Puis, tu sais, mes affaires finissaient par aller quand même bien. À un moment donné, j'ai eu 3 employés dans mon équipe. Puis, Colin, à un moment donné, j'étais comme, tu sais, on charge, c'est pas mon temps, OK? Tu sais, j'avais quand même, tu sais, fait une petite, tu sais, tarification, tu sais, pas compétitive, mais on était experts dans ce qu'on vendait, fait que, tu sais, c'était bien payé. Puis, tu sais, à la fin du mois, moi, je capotais, là, tu sais, je faisais de l'overtime, il fallait que j'en impose aux gens de mon équipe. Euh, Tu sais, il y avait beaucoup d'affaires qui fonctionnaient pas, puis je comprenais pas pourquoi ça balançait pas à la fin. Qu'on chargeait Hmm. beaucoup, que, je veux dire, on était une entreprise de services remote, là. Personne qui achetait un local, tu sais. Fait que c'est vraiment suite à ce besoin-là. J'ai fait une longue parabole pour en arriver au point où je me suis rendu compte à un moment donné que ça fonctionnait pas mes affaires. Puis ayant donc ce background-là en maths, je me suis dit, je vais calculer c'est quoi la raison. OK? Fait que j'ai vraiment utilisé des chiffriers, des calculs très simples, mais pour être capable de m'identifier et où ma perte en ce moment. Tu sais, en Hmm. gestion d'opération, on appelle ça un goulot d'étranglement. Là. Fait que c'est quoi le truc qui m'empêche de libérer, en fait, tu sais, mon horaire, de libérer les profits, de, tu sais, tout ça. Ouais. Puis, en créant ces outils-là d'investigation, je me suis dit, crème, je l'ai la réponse en face de moi. Là, OK? Puis, une partie de la réponse, c'était que je passais 50% de mon temps à faire du contenu marketing. Je m'en rendais pas compte, mais c'était ça.
parce que j'ai regardé, à travers mes outils, j'ai utilisé des concepts qui maintenant sont très, très, très présents dans mes outils sur Calcul ça, qui sont, mon temps passe où? Puis le temps, je le définis en 4 catégories, fait que le temps admin, le temps de vente et marketing, le temps d'être le dirigeant, fait que là-dedans, je rentre stratégie, formation continue, plein de petites choses, puis le temps de production qui est la livraison des services ou la conception d'offres. Fait que par exemple, si tu vends de la formation, ben c'est aussi le temps de conception de ton contenu, pas juste le temps de la livraison devant le public. Bon. Fait que c'est ça, fait que je me suis rendu compte que dans mon cas, c'était super, super débalancé, puis que même à l'intérieur de la répartition du temps de l'équipe, il y avait peu de temps facturable en somme parce qu'on avait des projets internes, parce que si, fait que c'est ça. Fait que Calcul ça est venu d'un besoin de moi de comprendre la dynamique ou l'écosystème de mon entreprise. Puis de fil en aiguille, je l'ai appliqué à différents contextes. Puis évidemment, la formule la plus simple, la plus facile à vulgariser, c'est la situation d'un solopreneur, d'un travailleur autonome. Puis je me suis dit que, ces gens-là, ils méritent d'avoir une réponse à leurs questions, là. Tu sais, on voit encore des gens commencer en travail autonome puis charger, 20-25 piastres de l'heure. Je sais, je l'ai fait. Mais tu sais, pourquoi ça fonctionne pas? Ben, tu sais, fait que de démontrer avec des calculs pourquoi ça fonctionne pas, ça sert pas juste au travailleur autonome lui-même, ça sert aussi à celui qui l'embauche, ça sert aux salariés qui critiquent le tarif des consultants, ça sert à plein de gens. Puis tu sais, pour moi, c'est vraiment important que ça reste, tu sais, qu'une bonne partie de ça reste gratuit parce qu'on est dans l'éducation collective. On est dans notre intelligence collective, puis être capable d'utiliser les chiffres pour prendre des meilleures décisions dans sa vie, c'est une compétence fondamentale qu'on nous enseigne peut-être. Peut-être que là, l'école a changé, mais dans mon temps, on ne nous enseignait pas cette compétence-là. On nous enseignait à, utiliser des équations, mais pas à utiliser des équations dans notre quotidien, Fait que ça, j'y crois beaucoup, là. Fait que c'est peut-être ma petite façon de redonner c'est ça, à la communauté. Puis qu'est-ce que tu dirais par rapport aux entrepreneurs, aux solopreneurs? Parce que là, tu en as accompagné, tu étais consultante, tu as eu ton entreprise. Donc, j'imagine que tu as observé ça aussi dans les entreprises avant de développer tout ça, là. C'était quoi les attentes? C'était quoi les croyances que les gens avaient qui faisaient en sorte que, ben, tu sais, moi, je crois vraiment que dans la société, il y a cette croyance-là qu'on peut donner notre temps, puis on n'est pas capable de mettre une valeur. Là, je généralise ici. Ouais. Je généralise, mais que peu de gens connaissent la valeur réelle de leur temps. Ouais, ben le temps, il est gratuit. Tu sais, je veux dire, peut-être moins dans le contexte d'une entreprise où les employés sont salariés. Je pense que ça, c'est quand même, c'est peut-être un autre problème à part. Mais tu sais, dans le cas du travailleur autonome, surtout quand tu débutes, ton temps, c'est la seule chose que tu as à toi qui est gratuite. Mais tu sais, c'est comme si, tu sais, je vais faire un parallèle un peu boiteux, je m'excuse, mais c'est comme si tu es assis sur une mine d'or, puis tu dis, ben, je vais juste aller donner des pépites à tout le monde, mais sans regarder en dessous de moi s'il m'en reste, parce que je l'ai déjà à ma disposition, fait que flan, tu sais, je le donne. Mais en fin de compte, est-ce que tu la valorises, la pile qui est en dessous de toi? Ou tu fais juste la donner de même parce que t'en as déjà, tu sais? Mais souvent, le temps, on le considère comme ça, puis on l'utilise pas dans une optique de développement durable. On l'utilise pas dans l'optique où il soit renouvelable. Fait qu'on fait juste l'utiliser. Surtout au début, tu fais des heures supplémentaires, tu fais des partenariats gratuits, tu fais des offres à prix super bas pour avoir des clients. Puis là, tu y vas puis tu hustles, tu sais. Parce que cette ressource-là, elle est gratuite, puis tu te dis, je vais construire mon capital là-dessus. Mais tu sais, en prenant jamais le temps de regarder, justement, j'en avais combien au départ de cette ressource-là? Puis si je veux vraiment que mon entreprise soit durable, est-ce que de la manière que je dépense mon temps en ce moment, c'est durable dans le temps aussi? Tu sais, mettons, au début, je faisais des capsules de vulgarisation, puis j'adorais ça, OK? C'était des vidéos de genre 3 à 4 minutes où j'expliquais, tu sais, quelque chose comme, je répondais à des questions comme combien de café tu dois boire quand dans la journée pour être le plus productif possible, OK? Fait que quelque chose de vraiment flyé, puis j'adorais faire ça, puis ça m'a créé de la belle notoriété, mais ça me prenait, tu sais, 40 heures par mois à monter, puis, tu sais, 1000 piastres sans dépenses.
c'était le fun, mais est-ce qu'avec mon modèle d'affaires, c'était durable? La réponse est non. Fait qu'il a fallu que j'arrête, tu sais. Ça a été un deuil, il a fallu que j'arrête. Mais tu sais, c'est ça, puis là, c'est peut-être un peu extrême, mais c'est un peu la même chose que quand tu dis « Ah, ben, je vais publier un reel à tous les jours sur Instagram. » Là, tu es en train de dépenser ton capital temps, tu sais. Puis tu fais pas nécessairement le réflexe de dire, ben si je faisais autre chose à la place pour travailler ma visibilité, ma notoriété, est-ce que mon retour sur investissement, entre guillemets, serait pas plus haut? On prend, tu sais, quand ton temps, c'est gratuit, c'est très rare qu'on fait l'exercice d'évaluer est-ce que je le mets à la bonne place. Fait que bref, pour en revenir à ta question initiale, la croyance c'est vraiment que le temps, c'est gratuit. Mais ton temps n'est pas gratuit, même pour toi-même. Même s'il n'y a pas d'argent qui circule, tu, tu renonces. C'est ça, peut-être que ça, c'est une façon un petit peu plus claire de le dire. C'est qu'en utilisant ton temps pour une chose, tu renonces à quelque chose qui serait peut-être plus payant, que ce soit Ouais. monétairement, peut-être que ce soit pour ta santé, peut-être que ce soit pour ta santé émotionnelle, mentale. C'est ça, là. Peu importe, ça serait plus payant de base. Ouais, Puis en même temps, tu sais, quand je t'entends, je fais le parallèle avec le fait d'investir son temps dans des actions marketing sans nécessairement avoir calculé le retour sur investissement, le risque qui va en générer, euh, la profitabilité, les ouais, retours, là, tout ça. Est-ce que c'est ouais, vraiment le bon endroit où est-ce que tu as besoin d'investir ton temps? exact. Est-ce que tu as pris le temps de le calculer ou au contraire, il y a eu peut-être une influence de dire c'est là que tu dois mettre ton temps, puis Ouais. ça va te servir? Ou t'as juste suivi les meilleures pratiques que quelqu'un t'a dit, tu sais, sans les remettre en doute. Puis tu sais, je sais que ça peut avoir l'air simple de dire, tu sais, calcule ton retour sur investissement de tes actions futures. C'est quand même compliqué, surtout pour quelqu'un qui aime pas les chiffres, mais il y a des petits, c'est pas des raccourcis, mais appelons ça s'appelle une heuristique. Fait qu'une heuristique, c'est une façon approximative de connaître la réponse, en gros. Fait que tu sais, ça peut être des règles du pouce, si ça, tu sais, il y a quand même des façons d'évaluer un peu d'avance où ton temps, tu sais, où il y aurait le plus grand impact. Puis si jamais t'es pas capable, ben tu sais, l'autre stratégie qui est quand même pas pire, c'est de te dire, mets pas tous tes œufs dans le même panier. Fait que tu sais, peut-être définis-toi une quantité maximale de temps à mettre dans ta semaine. Tu sais, est-ce que c'est 5 heures, est-ce que c'est 10 heures, est-ce que c'est entre les deux? Puis avec ce temps-là, ben c'est quoi que tu as le temps de faire réellement? Fait que là, sans nécessairement savoir ça va être quoi l'impact de tes actions, au moins tu te mets dans un mode de justement, là, mes ressources sont plus rares. Là, j'ai juste 5 ou 10 heures par semaine à mettre. T'sais, mettons 5 heures. Mettons que tu as juste 5 heures par semaine à mettre sur tes activités de visibilité et ta notoriété. Comment tu dépenses ce temps-là? C'est Mhm. juste ça, ça peut faire toute la différence. 100%. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui commence justement en tant qu'entrepreneur puis solopreneur? Parce que là, on a fait comme, tu sais, un belle introduction avec tout ça. Là, Ouais, la personne écoute le podcast, elle est comme, OK, moi, je pensais qu'il fallait que je fasse ça. Là, ouais, ah! OK. ouais. Hey, la première de toutes les premières étapes, c'est vraiment de te demander combien. C'est te demander combien tu veux faire, ou plutôt de te demander si j'étais mon propre employé, quel salaire je me verserais, puis combien mon entreprise devrait faire pour assumer ce salaire-là. Parce que souvent, on part à son compte avec l'idée que, ben, je sais pas, moi, je fais 50 000 par année. Attends, je fais 50 000 par année en salaire. Fait que, gars, si je fais 60 000 en revenu comme travailleur autonome, ça va être bon. Non, 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 ça fonctionne pas comme ça. Puis là, après ça, tu sais, dans la ligne des mauvaises pratiques, tu te dis, ben là, OK, fait que là, je suis rendue à 60 000, ben 60 000 divisé par mon 35 heures semaine, combien il faut que je charge? Là, regarde, tu t'enlignes pour un burn-out financier mental, là, c'est genre la première affaire. Tu sais, j'en ai des outils gratuits exactement pour faire ça. Fait que la première étape, c'est vraiment de te redemander en bonne foi, c'est quoi le salaire que je veux tirer à la fin de l'année? C'est à combien de chiffre d'affaires ça correspond vraiment? Parce que rouler une entreprise, même quand tu es tout seul avec ton ordi, il y a des frais qui viennent avec ça. Je veux dire, tu veux un courriel professionnel, que tu as un frais qui vient avec ça. Puis, de quand même faire un rapport au temps. Fait que, tu sais, tu étais salarié, tu travaillais 35 heures semaine. Comment ton entreprise doit fonctionner, combien tu dois charger pour réussir à obtenir des conditions similaires. Ça ne veut pas dire que tu vas les atteindre dans ta première année, parce que dans ta première année, il y a plein d'autres défis. Il y a celle justement de construire ta notoriété, ta crédibilité, puis avoir des clients pour la première fois. Fait que c'est sûr qu'il y a ça à prendre en compte, mais juste d'avoir un guideline général
pour, tu sais, parce que de se lancer en travailleur autonome avec l'intention de se burn-out, tu le fais jamais volontairement, mais ça arrive. Fait que Oui. ça met, c'est comme si ça mettait une petite protection supplémentaire pour t'éviter de tomber là-dedans, tu sais. Mhm. J'ai l'impression que dans ce que tu dis, c'est que tu installes les fondations. C'est un peu comme voici la liste de tâches que tu as besoin de faire en tant qu'employé. On Ouais, t'engage pour ça. Donc, ouais, ton nombre d'heures, c'est tant d'heures, tu as tant de vacances par année, nanana, nanana. Puis finalement, avec ce calcul-là, tu arrives à dire, ben parfait, comme tu as dit au début, moi, si je m'engagerais dans mon entreprise, ce serait ça mes conditions salariales et ouais, j'aurais besoin de faire tel chiffre d'affaires pour mettre de l'argent dans mon REER, faire mes investissements, m'assurer, payer mes ouais, assurances, tadada. Puis ouais, en plus de ça, ben, vient les dépenses d'entreprise. Juste ton ordinateur, je veux dire. c'est ça, C'est de l'argent, ton c'est de ordi, l'argent. tu sais. Ouais, ouais, Ah, ouais. Puis tu sais, ça a l'air weird de dire t'es travailleur autonome, considère-toi comme ton propre employé, mais c'est le meilleur conseil que tu peux recevoir. ouais, ben oui, ben oui, Mmh. puis 100%, je pense que moi, je me remets, mettons, dans mes premières années, puis me lever à 5 heures du matin avant que mes enfants soient réveillés, les réveiller à 7 heures, faire la routine, aller les porter à l'école, à la garderie. Après ça, revenir travailler jusqu'à 4h30, aller les chercher, faire la routine du soir, puis rentrer dans mon bureau de 7h30 à Oh 10. my Puis ça, je l'ai god! fait pendant des années. C'est intense ça, tu sais, c'est intense, là. Tu sais, t'as zéro repos, là. Non, non! Et à ce moment-là, mon discours, c'était: «Mais je suis tellement passionnée de ce que je fais», Ouais. jusqu'à m'écœurer solide. Ouais, c'est ça. C'est jusqu'à faire comme: «OK, tu sais, oui, mes actions portent des fruits, mais je travaille tellement fort» Mmh. et de m'être infligé, en fait, la croyance que pour arriver à ces résultats-là, je devais continuer à travailler autant et à performer autant. Ouais. Donc, ça a été comme un moment de déprogrammation, de retravailler sur moi-même pour me dire comment est-ce que je peux ralentir mon rythme sans réduire ma croissance, Mmh. tout en donnant autant un bon service. Ouais. Tu sais, puis à ce moment-là, bref, ça rentre dans le fait de dire, mais combien mon temps vaut réellement? Ouais. Tu sais, Ouais. si je le donne. Est-ce que tu le donnes? C'est ça. Est-ce que tu t'auto-exploites? Mhm. Ouais, vraiment. Et d'après toi, les principes de base pour maîtriser, en fait, pour avoir une entreprise qui est saine. Donc, quand tantôt tu parlais de département, Ouais. euh, c'est quoi ces principes de base-là, là? Si on va plus en profondeur dans ces départements-là, là, comment est-ce qu'on fait pour vraiment savoir que, bon, ben, chaque département est bien calculé selon, ben, le temps que j'ai, en fait? Ouais. Ouais. Ben, je vais prendre des exemples. Là, c'est sûr que, tu sais, si vous écoutez audio, je m'excuse, c'est plus facile quand il y a un visuel, mais on va essayer de rendre ça quand même pas si pire. Fait qu'il y a 4 départements, OK? Ouais. 4 départements, fait que tu sais, administration, c'est le premier. C'est là où tu fais ta tenue de livre, c'est là où, tu sais, tu fais ta paperasserie. Fait que, tu sais, mettons, tu sais, gérer tes impôts, tes acomptes prévisionnels, tu sais, peut-être répondre aux courriels qui sont pas liés avec des clients potentiels. Tu sais, il y a une coupe de poutine, en fait, qui rentre là-dedans. Puis souvent, on passe beaucoup de temps là-dessus aussi, genre déboguer des systèmes ou genre whatever, là. Tu sais, pense à si t'avais une adjointe administrative, peut-être qu'est-ce qu'elle ferait en partie, ben ce serait là-dedans, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est à peu près 10% de ton temps en tant que travailleur autonome qui devrait passer là-dessus. Fait que là, j'ai ma petite calculatrice à côté de moi. Ben là, ça va être simple. Mettons que tu travailles, mettons que tu te dis, j'ai un horaire de, je sais pas, est-ce qu'on y va pour un 20 heures semaine ou un 40 heures semaine? Vas-y pour un 20 heures semaine parce que majoritairement, ma clientèle, c'est bien un objectif. Parfait. Fait que Sûr que mettons que tu travailles 20 heures semaine, ton 10% de tâches admin, c'est 2 heures. Je sais pas toi, mais 2 heures, ça passe vite. Fait que, tu sais, c'est sûr que je parle de par semaine, puis dans la réalité, tu sais, ça se peut que tu fasses juste ces activités-là une journée par mois, par exemple. Fait que, tu sais, c'est un approximatif. Après ça, c'est sûr, on peut l'appliquer de différentes façons.
Ensuite, pour les ventes et marketing, ça comprend la création de contenu sur les réseaux sociaux. Ça comprend, tu sais, mettons, en ce moment, on parle. Ben, pour moi, ça fait partie des actions vente et marketing. Tu sais, avoir un podcast, aller sur un podcast, si tu participes à des réseautages, pour moi, non, ce n'est pas un passe-temps. c'est une activité de vente et marketing parce que ça sert mon entreprise. Tu sais, quoi d'autre? Tu sais, si tu fais un webinaire, toute la préparation du webinaire, la livraison du webinaire, ça en fait partie. Tu sais, toutes ces petites choses-là qui vont te permettre d'aller directement ou indirectement toucher ton client potentiel, ça fait partie des ventes et marketing. Fait que là, il y en a des affaires, tu sais, faire une soumission, si jamais tu fais des services sur mesure, ça en fait partie. Ça fait beaucoup. Fait que là, tu sais, pour moi, vente et marketing, puis je rajouterais peut-être aussi le service après-vente. Fait que mettons que, tu sais, tes clients passés, si tu veux les relancer ou, tu sais, quoi que ce soit, ça en fait partie. Fait que, tu sais, vente et marketing, ça comprend quand même beaucoup de choses. Puis pour moi, c'est un 30% à peu près du temps qui devrait passer là-dessus. Fait que, tu sais, on parle encore sur un 20 heures, ça serait un 6 heures par semaine qui serait passé là-dessus. Fait que là, tu dis, ah, OK, c'est une journée complète. Ouais, mais une journée complète, 6 heures, ça passe vite, là, tu sais. Oui, 20 heures. Ouais, c'est ça, sur 20 heures, c'est ça. Puis tu sais, justement, mettons, on parle des réseaux sociaux, tu sais, je sais pas toi, là, mais moi, créer une bonne publication sur les réseaux sociaux à partir de rien, c'est tu sais, 1h30 peut-être, 2 heures. Tu sais, rédiger une infolette, ça va être ça, là, tu sais, un bon 2 heures d'investissement pour avoir un contenu qui est, tu sais, qui est crunchy. Après ça, tu sais, c'est sûr que si tu fais de la récupération de contenu puis t'es capable de, tu sais, juste faire un petit carrousel avec justement une ancienne infolette, ben c'est peut-être un 15 minutes. Mais comme, justement, comment t'as 6 heures à dépenser? Comment que tu la configures? Comment tu le configures ton 6 heures pour réussir à tout faire, tu sais? Parce que tu peux pas juste faire 6 heures de création de contenu, là. Non, ça fonctionne pas, là. Tu sais, t'auras jamais de clients parce qu'il faut que faut que tu parles avec tes clients. Ensuite de ça, il y a toute la portion quand même stratégie, formation continue. Fait qu'être le dirigeant de ton entreprise, même si t'es travailleur autonome, c'est super important. Puis là, c'est sûr que sur un 20 heures, ben, tu sais, ça prend comme mettons, ça prend un 10% à peu près de l'horaire à être le dirigeant, puis c'est sûr que sur un 20 heures, ça fait juste un 2 heures par semaine aussi. Fait que, tu sais, mettons que tu te fais coacher ou tu suis des programmes d'accompagnement, ben, tu sais, si le programme d'accompagnement, il te demande 5 heures par semaine pendant 6 mois, ça fonctionne pas. Tu viens de le buster, ton temps. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun parce que ce cadre-là, il aide aussi à réfléchir à nos engagements autres à côté, tu sais. Fait que tu sais, c'est ça. Puis pour tu sais, cette portion-là de stratégie, les limites sont quand même floues. Ça dépend comment tu t'imagines. Tu sais, quand tu travailles sur ton entreprise et pas dedans, ce serait ce qui rentre un petit peu là-dedans. Puis là, la dernière partie, qui est, ça correspond pour 50% du temps restant. Fait que là, on parle d'un 10 heures. Tu sais, 50% de 20 heures de travail, c'est 10 heures. Puis ça, c'est, je l'appelle la production, même si c'est un terme que tu as l'impression que c'est genre, je vais pas fabriquer des chandelles demain, OK, ça n'a pas rapport. Non, mais tu sais, je trouve que la production, c'est peut-être un petit peu plus englobant que heure facturable. Parce que, je veux dire, on essaie de se détacher du tarif horaire. Puis aussi, c'est que de plus en plus, tu sais, on parle de méthodes, entre guillemets, scalable, là. Fait que de méthodes qui sont, tu sais, que je sais pas c'est quoi l'équivalent francophone, en tout cas. Ben, en fait, que t'es pas obligé d'avoir ton heure, et dans le fond, c'est juste de dire que t'es pas facturé à l'heure. Oui, c'est ça. Tu peux avoir plusieurs revenus. Exact. Fait que, tu sais, mettons, de créer une offre qui serait, tu sais, mettons, je dis n'importe quoi, là, mais une offre diagnostique, OK? Où tu aurais peut-être déjà en amont, tu sais, un formulaire de rempli, un gabarit de présentation, puis où ça inclut, mettons, une rencontre en personne avec quelqu'un. Mettons ce genre de truc-là, puis tu vends, je dis n'importe quoi, tu le vends 1000 $. OK? Fait que là, tu te détaches vraiment de la notion de temps. Mais en amont, faut que tu la prépares, cette offre-là. Faut que tu établisses, ça va être quoi? Faut que tu crées le formulaire, faut que tu crées le template. Puis on a, souvent en tant que travailleur autonome, on s'imagine que tout ça, c'est de l'investissement dans notre entreprise, mais quelle blague! Excuse-moi! Mais tu sais, c'est que, puis tu sais, j'ai été la première à ne pas le considérer en me disant, ça va être un actif que je vais pouvoir récupérer pendant des années. Ouais, sure. La prochaine affaire que tu sais, c'est que tu l'as vendu 3 fois puis tu as changé d'affaire après, tu sais. Mais quand tu veux, tu
sais, quand tu veux vraiment protéger ton temps, ces heures-là, t'as pas le choix de les considérer à quelque part. Puis moi, je les considère comme de la production parce que c'est comme, puis tu sais, c'est là où l'analogie avec un vrai produit est super intéressante parce que, tu sais, mettons, je veux justement fabriquer une calculatrice. Ben, j'ai besoin de créer les plans de la calculatrice. J'ai besoin d'évaluer, ben, ça va servir à qui, comment, pourquoi, tu sais. Je fais tout mon plan de produit. Puis, ben, à un moment donné, elle va arriver en production où clairement, là, elle va être assemblée, ce qui serait l'équivalent de servir un client unique. Mais tout en amont, le travail, pour réussir à fabriquer une bonne calculatrice, j'ai besoin d'avoir fait le travail de mise en place avant. Mais c'est la même chose pour le service. Fait que pour moi, tout ça, ça fait partie de la production. Fait que c'est sûr que si t'aimes bien ça, créer des offres standardisées et que tu les vends à plus de clients, ben, comme ce serait peut-être le moment de tout calculer ça dans la même affaire. Donc, fait que là, on a pas mal fait le tour de notre 100%. Puis j'ai une question par rapport à ça. Ouais. Est-ce que tu... Parce que moi, j'ai déjà fait ça. J'ai pris mon temps. Combien de temps ça m'a pris pour créer ma nouvelle offre? Ouais. Ouais. J'ai pris mon taux horaire que j'avais mis, tout le kit. Ouais. Et je me suis dit, bon, mais parfait. Pour réussir à rentabiliser mon temps, je dois vendre tant Ouais. de cette offre-là. Tant que Ouais. j'arriverai pas à la vendre, j'aurai aucun retour sur investissement. Ouais. Ouais. C'est une bonne manière de faire. Absolument. Puis tu sais, il y a aussi, tu sais, il y a plusieurs versions de ce calcul-là que j'aime faire. Il y en a où c'est pour établir mon prix minimum. Rentable pour moi, évidemment, parce que, tu sais, le prix, ça, c'est un autre sujet, mais il y a comme le prix pour toi et le prix pour ton client, il faut trouver le juste milieu entre les deux. Tu sais, après ça, je trouve ça super bien l'exercice de faire, justement, c'est quand que je break even. Tu sais, c'est comme c'est la même affaire pour le produit. Tu sais, il faut que j'en vende combien pour rentabiliser tous mes équipements d'installation puis machin. C'est vraiment un calcul. Je pense que c'est... non, quoi. Fait que, tu sais, oui, absolument, on le fait. Puis, je sais pas comment... J'ai juste les calculs dans ma tête, fait que je m'excuse, je veux pas rentrer trop dans les détails de ça, mais c'est vraiment une belle pratique de faire ça. Puis bravo de pas avoir attendu, d'attendre, de trouver un outil pour le faire, puis de juste l'avoir fait instinctivement. Vraiment. Je pense que c'est justement après avoir pris conscience que le temps que j'investissais m'apportait les résultats que je voulais, mais il m'apportait pas du tout la liberté pour laquelle est-ce que j'avais décidé de lancer en fait, de devenir solopreneur, Ouais. d'offrir mes services, tu sais. Puis c'est la distinction entre les deux. Tu sais, oui, je veux faire de l'argent, mais à quel prix je veux faire de l'argent? Ouais. Ouais. Puis comment je peux faire de l'argent? Tu sais, parce que souvent, on va se faire à croire que notre offre est rentable alors que vraiment pas, tu sais. Mhm. Fait Mhm. que ça, tu sais, ce temps-là en amont, il doit être pris en compte dans le calcul de la rentabilité. Ouais. Tu sais, c'est pas parce que ça te prend juste 2 heures à la livrer puis que tu le vends à 1000 que t'es rentable. Genre, tu sais, il y a des gens qui vont dire ça. Ah oui, mais moi, je fais l'équivalent de 500 pièces de l'heure. Ben non, calcule tout le temps que tu as mis en avant, puis là, tu vas réaliser que tu fais genre 34 pièces de l'heure. Tu sais, c'est comme... Ouais. Ouais. Est-ce que tu as un exemple concret pour expliquer ça aux gens? Tu sais, comment savoir justement si tu es rentable ou tu l'es pas? C'est difficile de donner un calcul rapide pour ça. Tu sais, j'ai des outils qui existent pour le faire. Tu Tous sais, les outils en passant, là, tu sais, ton site, tout ça va être ouais, disponible. Fait que En ce moment, vous nous écoutez, vous êtes comme OK, comment je fais? ouais, Finissez l'épisode, puis après ça, vous allez avoir accès. ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, ce qui est vraiment important de faire, c'est de lister toutes les différentes choses que tu as faites avant. Puis tu sais, tu peux même le faire avant même de te lancer dans la création d'une nouvelle offre, je dirais fais-le. Fait que liste toutes les choses que tu as besoin de faire pour réussir à avoir une offre que tu vas vendre. Puis là, c'est pas un exercice facile, mais c'est d'estimer le temps que tu vas passer sur chacune de ces tâches-là. Tu sais, on dit que c'est pas facile de faire cet exercice-là, mais on s'entend que si tu fais une soumission à quelqu'un, c'est un peu la même affaire, right? Tu as besoin d'évaluer, d'estimer en amont le temps que tu vas passer à faire ces affaires. Fait que c'est exactement le même exercice. Puis, tu sais, évidemment, tu as besoin après ça du temps que tu vas passer, que tu as besoin avec ton client. Fait que ça, c'est vraiment toute la notion de temps qui est importante à prendre en compte. Puis après ça, moi, ce que j'aime faire aussi, c'est peut-être de m'imaginer que si ça avait été une offre 100% sur mesure à quelqu'un, combien j'aurais chargé pour ça. Fait que j'ai tout le temps, en tout temps, j'ai un tarif horaire de référence. Moi, j'appelle le tarif horaire de production pour pas me faire à croire que c'est un tarif horaire facturable. Fait que c'est un tarif horaire qui correspond à justement combien mon entreprise doit générer par heure fait sur
mes projets clients Mhm. pour que ce soit rentable. Fait que c'est vraiment ma mesure de référence que j'évalue pour savoir si les opportunités que j'ai sont bonnes. Ou tu sais, des fois, ça arrive que ton client dit, ah, ben, je sais pas, j'ai tel budget maximum, peux-tu me faire de quoi? Ben là, tu sais, ça te permet de savoir, ben, est-ce que je suis vraiment rentable à faire ce qu'il veut pour ce tarif-là, par exemple. Fait que ça reste comme, c'est comme, j'aime dire que c'est comme un dollar américain, c'est une valeur de référence. Fait que je peux comparer différentes choses basées sur ce chiffre-là qui est mon tarif horaire de production, qui est 1 heure de mon temps passé entre guillemets en production, combien ça doit ramener à mon entreprise. Hmm. C'est intéressant, vraiment. Est-ce que dans les entreprises, là, on sort un peu du modèle solopreneur, Ouais. dans les entreprises, en tant que, bon, justement, entrepreneur, ou est-ce que tu es chef d'entreprise, tu es PDG d'entreprise, là, tu gères ton équipe, tout ce qui va alentour. Mm. Est-ce que ça aussi, ou est-ce que ça, il y a des notions auxquelles est-ce que ces entrepreneurs-là ne prennent pas en considération avec leur gestion de Ah, mon temps Dieu, et de rentabilité? tellement. Moi, Oui. j'ai commencé à utiliser cette même valeur-là, le tarif horaire de production, même pour les entreprises de produits. Écoute, je l'ai utilisé pour des entreprises d'économie sociale, des entreprises culturelles, des entreprises de produits. Ça reste juste, comme je dis, un chiffre. C'est une mesure de référence. Fait que j'ai vraiment commencé à l'utiliser pour tout. Puis tu sais, pour maintenant avoir aussi une entreprise de produits à côté, je vois des erreurs des fois sur des, tu sais, il y a comme du monde qui font des calculs de coût de revient. Est-ce que mon produit est rentable, machin? Puis il y a tellement plein de trucs importants qui sont oubliés. Tu sais, ils vont mettre juste le coût de fabrication direct du produit. Fait que, mettons, je reprends mon exemple de calculatrice, ben juste le coût des matériaux ou Mhm. des humains qui ont été nécessaires pour faire ça. Puis ils mettent une majoration de 30, 40, 50%, je sais pas trop. OK. Mais jamais à nulle part, ils font le calcul de vérifier si le reste de leur entreprise, c'est vraiment tu peux vraiment la financer avec ce pourcentage-là, tu sais? Fait que c'est comme OK. si, en fonction des industries, il y a comme des pourcentages, entre guillemets, de majoration de ton coût de fabrication qu'il faut que tu mettes sur tes produits pour établir le prix minimum, mais Mhm. que rarement les gens font l'exercice de voir si c'est vraiment rentable avec la structure de leur entreprise. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que en fonction, puis là, je m'excuse, je pars un petit peu à côté, mais en fonction de tes méthodes de fabrication, le prix peut être plus petit ou plus haut. Puis en fonction de ton modèle d'affaires, tes coûts administration et de vente et marketing peuvent être plus ou moins gros. OK? Oui. Fait que, tu sais, mettons, là, je donne un exemple, ça se passe beaucoup dans l'industrie de mon autre entreprise où les gens font beaucoup affaire avec des distributeurs. Fait que là, c'est le distributeur qui est plus ou moins l'équivalent de tes ventes et marketing. Fait que c'est normal que ton prix de vente directement pour le distributeur soit plus petit et donc que tu fasses une marge plus petite. Mais si jamais, là, je voulais tout internaliser, excusez du mot technique, internaliser ça puis juste vendre directement, ben là, c'est parce que ce serait un 25 à 30 en humain qu'il faudrait que j'aille dans mon entreprise. Fait que là, le chiffre du prix, il vient complètement de changer juste à cause de ça. Fait que, morale de l'histoire, dit dans des termes simples, c'est important de revalider avec la structure de ton entreprise et tes coûts qui sont associés pour vérifier si ton prix est vraiment rentable ou pas. Voilà. Mmh. Hey, c'est tellement intéressant. Puis, tu sais, je fais du pouce un peu sur ce que tu as dit pour donner un autre exemple, parce que ce qui me venait aussi en ce moment, c'est maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui font affaire avec de la main-d'œuvre étrangère qui coûte beaucoup moins cher. Ouais, Donc, tu sais, tout dépend des prix là. C'est difficile de comparer des prix pour un même service si ta main-d'œuvre est payée 4 fois moins cher, ouais, tu sais, ouais. pour le même service. Donc, il y a, il y a ça, il y a aussi les normes aussi au niveau de la compétition, parfois dans certains domaines, certaines industries qui font en sorte que, ben, tu sais, ça reste que t'as pas le choix de faire avec, Mm, mais à l'interne, est-ce que c'est vraiment rentable, ouais. ce prix-là qui est obligé de Il y a un faire? bon exemple, tu me fais penser, il y a un bon exemple, ça se passe, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec les entreprises d'économie sociale. Fait qu'il y a beaucoup de services aux populations vulnérables qui sont offerts, qui sont financés. Fait que par exemple, service d'aide à la maison, OK? Mhm.
Fait que ça serait financé par le gouvernement, ça va faire par un CLSC, par exemple. Ils vont charger aux clients 20 pièces de l'heure, 30 pièces de l'heure. C'est un service qui est financé. Mais là, tout le monde dans la population assume que ce genre de service-là, c'est ça que ça vaut. Fait que là, t'es une Mmh. entreprise privée ou même un OBNL, mais qui est pas financé. OK, j'ai vu, c'est pas tous les organismes non lucratifs qui reçoivent du financement en passant. OK, fait que ça, déjà, d'être conscient, c'est bien. Fait que, mettons, j'ai un organisme non lucratif qui offre ce genre de service-là, d'aide à domicile, mais eux, c'est parce que 20 pièces de l'heure, là, c'est ce que une heure de leur employé leur coûte, puis même pas, tu sais, le tarif horaire minimum, il vient d'augmenter. Fait que pour être rentable puis réussir à financer comme la gestion de leur vente, qui est un minimum, tu sais, leur admin, puis un OBNL, ça a de la reddition de compte aussi. Fait que là, il faut tout qu'ils gèrent un CA puis d'autres cossins à côté, mais pour même pas faire un sous-profit. De toute façon, c'est un OBNL, c'est pas ça son objectif. Pour réussir à ne pas fermer, je vais le dire de même, pour réussir à ne pas fermer, l'organisme n'a pas le choix de charger un minimum de 65 pièces de l'heure pour le même service. Il est pas moins bon. En fait, c'est que 65 pièces de l'heure, c'est même probablement pas assez cher. Puis le prix est drag down à cause des services subventionnés à côté, puis il y a vraiment pas une transparence là-dedans, tu sais. C'est comme... Fait que ça me faisait beaucoup penser à ce que tu m'as donné comme exemple. Ah, 100%. Fait qu'on voit que c'est vraiment, tu sais, c'est général dans plusieurs domaines, plusieurs industries. Puis il y a aussi, ce que tu abordes là, c'est vraiment comme un peu ben, la transparence de ces services-là, puis aussi la mentalité des gens ou Ouais, les croyances que les gens ont que c'est comme un standard de dire que bon, exact. ben, ce service-là vaut tel montant, quand en réalité, c'est pas du tout le même modèle d'affaires. Non, Ben, c'est pas le même modèle. exactement. Tu sais. Exactement. Puis tant mieux s'il y en a un qui est subventionné, mais c'est pas ça le vrai... C'est pas ça le vrai coût, tu sais. Hmm, ouais. Et j'ai envie qu'on en parle un petit peu, mais les red flags à observer rapidement, là, c'est sûr qu'on ne veut pas ignorer. C'est sûr peut-être que là, tantôt, tu as commencé en disant j'aimais pas les maths. Ouais, Puis tu sais, c'est une... En fait, moi, j'ai déjà entendu ça, je l'ai déjà dit aussi, là, je me rappelle dans mes cours d'algèbre. Mais maintenant, le fait est que même si je continue à me dire que j'aime pas les maths, ben, la seule endroit où est-ce que je vais me rendre, c'est comme loin d'être dans une abondance financière et dans un ouais, succès financier si j'aime pas les maths, tu sais, ouais, on c'est s'entend. ça. Fait que Ouais, j'ai appris à aimer ça parce que ça me ouais, donnait la liberté de créer ce que j'avais envie de créer, d'offrir ce que j'avais envie de créer, ouais, de vivre ce que je veux vivre dans la ouais. vie de tous les jours, Ben, tu sais. c'est vraiment ça. C'est vraiment un outil qui t'empower. Puis moi, tu sais, je suis la première à avoir peur de faire mon bilan chaque mois, OK? J'haïs ça. Là, je suis comme, oh non, c'est quoi qui va me tomber dessus ce mois-ci, tu sais? Mais Mm. honnêtement, c'est qu'une fois que tu as passé à travers la douleur de regarder la réalité de tes chiffres et de faire les calculs, là, tu deviens en situation de pouvoir. Tu as le pouvoir de prendre action aux endroits qui vont faire une différence. Fait que, tu sais, ne pas regarder ces chiffres puis se dire « Ah non, c'est pas pour moi ». C'est comme volontairement rester... J'aime pas ce que je veux dire, mais c'est un peu rester victime de son non-succès. Parce que je dis pas que c'est pour tous. Il y en a qui arrivent à avoir du succès sans regarder leurs chiffres, mais je pense que c'est vraiment une infime partie des gens. Je pense que pour avoir une entreprise, c'est ta responsabilité de savoir où ton entreprise s'en va. Puis l'entreprise vit à travers ses chiffres. T'as pas le choix. Parce que t'as des revenus, t'as des dépenses, puis ton entreprise va avoir du succès si tu fais du profit. Parce que si t'es année après année dans le rouge, ton entreprise se termine. Fait que t'as pas le choix d'avoir une balance positive. Fait que malheureusement, ton entreprise existe avec des chiffres dans le positif. Fait qu'en Mhm. passant par-dessus ton dégoût, puis tu sais, t'es pas obligé de tout faire, là. Je veux dire, tu peux t'entourer de gens, tu peux t'entourer de quelqu'un qui va la faire, ta tenue de livre, tu peux t'entourer de quelqu'un qui va te challenger sur tes chiffres, tu peux aller utiliser mes outils pour t'aider, tu sais. Mais il y a, tu sais, mais il y a des façons de diminuer la douleur, si je peux dire ça comme ça, puis de vraiment te donner le contrôle sur où regarder puis où aller après. Ouais. Fait que, ouais. Hmm. Avec ce que tu dis là, est-ce qu'il y a un conseil ou qu'est-ce que toi, tu suggères aux gens pour commencer à aimer les chiffres? Parce que j'ai vraiment adoré le fait que tu aies dit, même si tu as peur du résultat en regardant tes chiffres, que tu sais, c'est peut-être pas nécessairement le fun de regarder, de faire ton bilan ou quoi que ce soit à la fin du mois,
ben, tu es vraiment en situation de pouvoir après, tu Ouais. sais, tu as la possibilité de le faire, puis ça, c'est 100% vrai. Ce feeling-là de savoir que tu es en contrôle et que tu maîtrises le succès ou justement l'échec Ouais. de tes actions, de ton temps, c'est quelque chose qui est très important. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux gens aujourd'hui qui ont comme, hey, let's go, je me motive, après ça, je m'en vais regarder mes chiffres. Comment on fait Ouais. pour... C'est une bonne question. Je pense pas, ça va avoir l'air weird ce que je dis, mais je pense pas que je commencerais par regarder mes chiffres comptables. Parce qu'il y a beaucoup, tu sais, la dynamique de ton entreprise, elle passe pas directement par là. Je pense que c'est un bon indicateur justement pour savoir que tu es dans le positif. Mais je commencerais vraiment par, première étape, investigue où ton temps s'en va. Puis calcule en ce moment de l'heure de production, combien tu fais réellement, tu sais. Mhm. Tu sais, Ouais. puis tu sais, c'est juste de faire tu sais, juste là, d'identifier à travers les 4 catégories, ton temps passe où? Juste ça, je te dis que garantie, tu vas avoir une claque d'en face. C'est aussi simple que ça. Puis c'est un exercice simple, OK? Puis disclaimer, je déteste tracker mon temps. Je déteste documenter mon temps. Mais une fois de temps en temps, généralement une fois par trimestre, je fais l'effort de le faire pendant 2 semaines pour m'auto-observer et me permettre de justement, observer peut-être les zones où je suis en défaillance, tu sais, quoi que ce soit, parce que j'aime vraiment beaucoup les actions de marketing. J'aime ça en faire. Fait que j'ai tendance à me laisser emporter et en faire trop. Mais là, au moins, quand je le sais, je suis capable de prendre action pour la suite, peut-être me faire un plan différent qui respecte mon temps. Fait que tout revient à, je m'observe, je calcule si ça fait du sens, puis si ça fait pas de sens, ben, je suis capable de prendre action aux endroits qui sont les plus problématiques. Puis, pas essayer de tout faire en même temps. Fait que si je me Ouais. rends compte que simultanément, mes tarifs sont pas assez élevés, puis je passe trop de temps sur le marketing, ben là, tu sais, ça dépend. Tu sais, ton tarif, peux-tu l'augmenter dès maintenant avec tes clients? Il va falloir que tu attendes d'en avoir d'autres. Il faut que tu attendes, laisse le projet, commence par gérer ton temps de marketing. Comment je peux gérer ça mieux? Fait que, tu sais, aussi de cibler une action à la fois, puis de voir comment ça fait des changements, puis après ça, peut-être en faire une deuxième après. C'est Mhm. ça, d'y aller progressivement. Puis tu sais, ça t'empêche de détester ça aussi quand tu y vas un pas à la fois. Si tu essaies de tout faire, c'est comme... Ouais. Ouais, 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 ouais. Je pense que tu as tellement raison. Puis souvent, quand tu essaies de tout faire, c'est que là, il y a des choses que tu vas pas finir. Non, Tu sais. Fait que finalement, tu vas en laisser un de côté, un autre de côté, les ouais. imprévus, Tu les enfants. reviendras jamais, puis ouais. Ouais. OK, super intéressant. Et comment qu'on sait quand on est prêt à déléguer? Bonne question, bonne question. Quand on est prêt à déléguer, t'es pas obligé déjà de déléguer. Il y a plein de modèles d'affaires qui existent très, très bien sans délégation. Hem, mais tu sais, un indicateur, ça peut être, justement ces buckets de temps-là, tu sais. Tu sais, parce que dans un monde idéal, tu veux essayer de respecter grossièrement, tu sais, les pourcentages que j'ai recommandés, mais tu sais, si tu te rends compte que pour une raison ou une autre, c'est soit justement ton marketing fonctionne très, très bien, mais juste quand tu mets plus d'efforts. Et ou peut-être dit autrement, si tes demandes clients sont beaucoup trop grandes par rapport au temps que tu as disponible, puis que là, ça serait avantageux pour toi de, au lieu de passer 50% de ton temps là-dessus, ce serait de passer 60% de ton temps là-dessus. Bien là, tu as un 10% qu'il faut que tu délègues. Fait que, tu sais, ça, ce serait un indicateur clair de, ben là, en plus, c'est que tu as la masse financière pour absorber quelqu'un parce que tu as plus de revenus. Et là, l'enjeu, c'est de trouver c'est quoi le meilleur endroit pour déléguer. Fait que c'est encore un peu une game d'essai-erreur. Puis, tu sais, il y a des calculs quand même qui sont possibles à travers ça. Mais, Hmm. C'est intéressant. Puis je pense qu'il y a ce moment-là où est-ce qu'il y a, tu sais, en entrepreneuriat, il y a le moment où est-ce que, bon, tu bâtis, tu travailles fort pour que ça fonctionne. À un moment donné, il y a comme un gap entre les deux où est-ce que tu es comme pas encore trop petit, mais pas encore assez gros. Puis là, il y a ouais, comme, il faut que j'engage, mais tu sais, je vais-tu être capable d'engager un employé à temps plein ouais, ouais, à long terme, tu sais? ouais. Je Donc, il y a pense comme, que, tu sais, puis là, je vais te donner c'est un mi-avis personnel, mi-avis de calcul, mais je pense pas que ta première relation de délégation, ça devrait être un employé.
Je pense que tu devrais commencer par t'entourer de pas juste un, mais de plus un, tu sais, une belle petite constellation de collaborateurs, d'autres travailleurs autonomes ou d'autres entreprises avec lesquelles tu fais affaire à coût d'un 500 $ par mois, 1000 $ par mois, 2000 $ par mois peut-être. L'avantage, c'est que, puis là, ça va être, je m'excuse, aux travailleurs autonomes, mais c'est que quand tu as une relation contractuelle comme ça, tu peux plus facilement te retirer si ta situation financière change. Fait au niveau de la mitigation du risque, moi, je suis une personne qui est très averse au risque, même si je suis en entrepreneuriat, c'est plus facile à gérer. Puis, l'autre chose, c'est que souvent, quand tu embauches un employé, tu te fais à croire que ça va être un bras droit qui va devenir une deuxième version de toi-même, ce qui n'arrive jamais. Donc, puis tu sais, tu fais pas nécessairement les bons documents. Puis ce qui arrive, c'est que si ta première relation de délégation, c'est un employé, tu vas complètement oublier de calculer toute la charge de travail qui vient avec le fait d'accompagner quelqu'un dans ton entreprise. Puis c'est triste à dire, mais tu vas finir par faire peut-être même moins d'argent parce que tu vas être trop en train de coacher cette personne-là. Fait que pour toutes ces raisons, je priorise beaucoup, tu sais, un sous-traitant, 2 sous-traitants, 3 sous-traitants. Puis tu sais, à un moment donné, quand ça devient clair que financièrement, tu pourrais avoir une personne au lieu de 3-4 sous-traitants, parce que par exemple, c'est tout dans le même domaine, ben là, tu peux penser à embaucher. C'est ça. Mais tu sais, puis même, je veux dire, ça pourrait... J'ai plein de calculs là-dessus aussi. Là, financièrement, c'est pas une si grosse différence que ça, d'embaucher puis de sous-traiter. Fait qu'on se fait à croire qu'on n'a pas les moyens pour sous-traiter, que c'est moins cher d'embaucher, mais honnêtement... C'est pas qu'il n'y a pas une grande différence. Ouais. J'adore ça. Puis moi, je fais le parallèle sur le temps de formation parce que ça prend énormément de temps. C'est personnel de former quelqu'un qui va savoir exactement les mêmes procédures, les mêmes réponses clients, où sont les choses exactement, comment tu fonctionnes. Puis ce que je suggère vraiment, c'est que si demain tu n'es plus là, est-ce que quelqu'un peut s'asseoir à ton bureau et être capable de faire ta job? Ouais. Tant que tu n'es pas capable et que tu n'es pas rendu là, peut-être que c'est justement là l'importance d'embaucher un sous-traitant au lieu d'être délégué. Ouais. Ouais, vraiment. Toi, tu vas être capable de dire, OK, tu t'assois à mon poste, puis tout est expliqué, tout est fait. Tu sais, on s'entend, là. Ouais. Ça va être plus facile. Ouais, vraiment. Puis tu sais, peut-être une façon peut-être plus facile d'identifier si c'est une bonne affaire pour toi d'embaucher ou pas. Tu sais, si on part du principe que ça coûte grosso modo la même affaire, un sous-traitant puis un employé, c'est la raison qui va faire en sorte que tu choisis un employé, c'est pour créer une culture d'entreprise. Fait que dans quelle mesure tu te vois grossir assez pour créer une culture d'entreprise? Là, ça peut être une bonne raison d'embaucher. Mais si c'est juste pour payer moins cher, c'est vraiment une très mauvaise raison. J'aime ça que tu fasses la différence entre, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme que tu as répondu souvent à ce genre de questions-là ou c'était comme une croyance que les gens avaient, peut-être? Oui, ben je l'ai eu moi aussi, fait que ça aide. C'est ça. J'adore. J'adore que tu aies comme fait tous ces calculs-là. Honnêtement, je trouve ça fascinant à quel point, premièrement, d'être capable de se poser ces questions-là, parce que, tu sais, ça prend un temps d'arrêt pour dire, bon, ben, tu sais, qu'est-ce que je fais dans mon temps? Est-ce que mon temps est rentable? Tantôt, on parlait de mon temps à l'heure versus le temps que tu factures pour tes clients, services, etc. Donc, moi, j'adore ça. J'adore les gens qui prennent le temps de se poser les bonnes questions, puis qui arrêtent, puis après ça, qui développent des solutions pour être efficients. Ouais, c'est ça, c'est le bon mot. C'est le mot parfait, vraiment. Oui, vraiment. Oh, super! Ça fait le tour de mes questions. Hélène Sarah, c'est un honneur pour vrai de t'avoir Ah, ben merci! aujourd'hui. Je suis certaine que cet épisode-là va être utile et servir à énormément de personnes. Je vous invite à aller découvrir Hélène Sarah sur les réseaux sociaux, sur ton site internet. Tous tes outils vont être aussi disponibles dans la bio du podcast. Tantôt, je crois que je me suis trompée, j'ai dit calcul.ca, mais là, c'est calculsa.ca. Non, c'est calcul avec un e.ca. Mais dans le fond, le titre du site, c'est Calcul ça. Ben, c'est ça. On est au Canada, fait qu'on a les .ca. Parfait. C'est bon.
Une note en fait, un dernier message de fin que tu aurais envie de dire à des gens qui nous écoutent, qui sont comme ah, faudrait que je fasse ça. Comment est-ce qu'elle peut m'aider? Elle a-tu le temps de m'aider? Elle a-tu le temps de m'aider? Ben oui, mais honnêtement, commencer par les ressources gratuites, tu sais, ou aller juste regarder mon contenu. Tu sais, il y a plusieurs réponses qui sont possibles à trouver avec ça. Puis c'est correct aussi si vous êtes comme, ah ben non, moi, il faut vraiment que je me fasse prendre par la main, tu sais, pour le faire. Si c'est le cas, juste me contacter. J'ai tout le temps des petits trous ici puis là, puis j'adore, c'est ça, faire des approches personnalisées aussi. Super. Qu'est-ce qu'on souhaite pour la future? Le futur, on souhaite quoi? Ah, on souhaite de l'espace. On souhaite de l'espace, on souhaite de jouer, on souhaite de pas être trop dans le doing, d'avoir le temps de se reculer et avoir le temps d'avoir les deux mains dedans. L'équilibre, j'imagine. Je pense que tu es à la bonne place pour ça aujourd'hui. Alors, je te souhaite tout ça. Merci d'avoir été là, vraiment. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis si vous voulez découvrir Hélène Sarah, je vous invite fortement à le faire. Toutes les infos sont dans la bio. Merci beaucoup de ta présence et de tes réponses.